Alors, donc moi aujourd'hui je vais vous parler des maladies des hérissons. Donc je tenais déjà à remercier le CEDAF, Fonal for Junior et aussi la SFEPM pour me permettre de faire cette conférence. Donc du coup, les maladies des hérissons, c'est un sujet qui est très large. Donc je vais essayer de résumer au maximum et que vous puissiez avoir une vue d'ensemble sur tout ce qu'on peut rencontrer. Donc déjà, juste pour revenir sur la découverte des hérissons en centre, il faut déjà parler des particularités donc, de la découverte des hérissons. Donc il faut savoir, donc, juste pour rappel, que les hérissons, donc, c'est un petit mammifère qui est omnivore à tendance insectivore, qui est nocturne, strict, donc ça veut dire que si on le trouve dehors le jour, c'est pas normal, et aussi donc, qu'on retrouve dans toute l'Europe et aussi qui hiberne. Donc c'est les grosses particularités du hérisson. Et donc normalement, il est rarement vu par les découvreurs si tout va bien. Dans la nature, c'est rare de voir un hérisson qui va bien. Donc du coup, les trois grosses catégories pour lesquelles on va voir des hérissons dehors et que les gens vont les ramener au CEDAF pour les soigner, ça va être donc le piégeage, les hérissons qui sont dehors pendant la journée, qui errent sans but, et les hérissons qui sont trop petits pour hiberner. Donc ça va être donc les hérissons qui vont être en dessous de 450 grammes à la fin novembre. C'est pour ça qu'on va rentrer dans une période là où il faut vraiment surveiller le poids des hérissons avant de les relâcher pour savoir s'ils sont capables de rentrer en hibernation ou pas. Et donc du coup, les causes qui fait que le hérisson est dehors pendant la journée, ça peut être donc des juvéniles qui sont affamés, des juvéniles ou des adultes qui sont malades ou qui sont blessés, et donc du coup qui ont plus de mal à trouver leur nourriture. Ça va être aussi donc des jeunes qui ont perdu le contact avec la mère et donc du coup ils ont perdu leur repère, ou tout simplement des animaux qui vont être aveugles. Il faut savoir que les hérissons qui sont donc trop petits pour hiberner, si on sait qu'ils sont en dessous de 450 grammes à la fin novembre, on peut les garder en soins pendant l'hiver pour qu'ils reprennent du poids et leur proposer, si on sent qu'ils peuvent être un peu plus à l'extérieur. Nous ici par exemple, on a une structure avec des clapiers à l'extérieur pour pouvoir leur permettre de rentrer en hibernation et pour les surveiller. Et donc pour surveiller leur poids. Donc, le piégeage, je vais juste un tout petit peu m'étendre là-dessus parce que c'est cause de pas mal de pathologies. Donc, les différents dangers pour les hérissons, ça va être donc, tout ce qui va être les trous, les barrières, les mares et les retenues d'eau, ou tout ce qui va être aussi tout ce qui est déchets, les filets dans lesquels ils peuvent se prendre, les tapettes aussi, et bien sûr les prédateurs, majoritairement les chiens. Donc tout ça, ça va être cause de différents problèmes. Donc les trous, les barrières et tout ce qui va être retenu d'eau, ça va entraîner une immobilisation du hérisson. Les autres choses, ça va être soit un étranglement, soit des plaies de prédation. Et donc on va rencontrer ces pathologies. Pour tout ce qui va être immobilisation, le hérisson va essayer de se dégager. Donc soit il peut se fracturer un membre en essayant de vouloir se dégager. On va aussi avoir un autre type de pathologie dont je vais vous parler après, qu'on appelle le pop-off syndrome. Et ensuite, sinon, tout ce qui va être étranglement et prédation, ça va engendrer des plaies qui vont être plus ou moins profondes et plus ou moins difficiles à traiter. Et donc tout ça, ça entraîne de la déshydratation, parce que le hérisson, du coup, ne va pas pouvoir aller prendre sa nourriture ni boire, enfin, il va être bloqué. Il peut y avoir aussi des surinfections, et particulièrement en été, quand il va y avoir des mouches, des miasmes associées. Et aussi, majoritairement, de la douleur, ce qui va faire que le hérisson va s'immobiliser et va vraiment pas essayer de chercher sa nourriture. Alors, donc tout d'abord les traumatismes. Donc je vous parlais juste avant des fractures. Donc on va rencontrer chez les hérissons plusieurs types de fractures. Donc souvent les fractures au niveau des membres, on en a pas mal. Le seul problème c'est que si c'est trop proche donc, du corps du hérisson, donc tout ce qui va être au niveau du fémur par exemple pour les membres postérieurs, c'est très difficile à traiter parce qu'on a vraiment du mal à immobiliser la fracture. Donc je vous ai mis une petite image à côté en fait pour vous expliquer que quand il se remet en boule, en fait, la patte va revenir à l'intérieur du corps du hérisson et donc du coup, tous les systèmes d'immobilisation qui vont être possibles vont pas pouvoir tenir correctement avec le fait de se mettre en boule. Après, des fois, quand on peut mettre des attelles ou des traitements de fixation externe ou des traitements de chirurgie osseuse qui sont un peu compliqués, donc on va pas forcément s'attendre beaucoup dessus, mais en fait, tous ces traitements-là, à la limite, si c'est en dessous du coude ou en dessous du genou, donc vers le bout du membre, des fois, le hérisson va laisser sa patte à l'extérieur et donc du coup, c'est moins gênant. Après, il y a des fractures du bassin. Donc ça peut être aussi tout simplement quand il y a des chocs avec des véhicules ou des choses comme ça.
Ça peut très bien se résoudre tout seul, mais il faut juste voir s'il n'y a pas eu de problème de diminution de la taille de la symphyse pelvienne si c'est une femelle, ou s'il n'y a pas de déficit moteur associé. Et pour la colonne vertébrale, c'est à peu près pareil, c'est juste qu'il faut juste être sûr que le hérisson puisse se déplacer, parce que souvent au niveau des fractures de la colonne, on va avoir donc une parésie des membres postérieurs, et donc le hérisson pourra plus se déplacer correctement. Ça se voit bien, les problèmes de colonne, on arrive à savoir d'où vient la lésion, parce qu'on voit qu'avant la lésion, au niveau de la colonne, les picots sont bien dressés comme d'habitude, et après en dessous, tous les picots n'ont plus de mouvement. Ce qui correspondrait un peu, je ne sais pas si vous connaissez, mais au réflexe péniculaire qu'on peut avoir chez les chiens. Quand on leur pince la peau, en fait, on peut savoir quelle partie de la colonne réagit, en fait, quelle partie de la moelle épinière réagit. Ça fonctionne pareil. Après, on va avoir donc le pop-off syndrome. Donc ça, en fait, c'est un déplacement du muscle orbiculaire. Donc le muscle orbiculaire chez le hérisson, c'est le muscle qui permet à la bourse donc, de se refermer, donc qui permet de se mettre en boule. Et donc des fois, en fait, ce muscle, à cause d'un choc, va se déplacer. Et donc du coup, le hérisson va se fermer dans l'autre sens, d'où les picots qui sont rabattus vers le haut. Donc ça, c'est extrêmement douloureux, mais ça peut se soigner. Et donc du coup, par chirurgie, on peut refixer le muscle au bon endroit et ça peut récupérer assez bien. Après, un autre type de choses entraînées par des traumatismes, ça va être un emphysème sous-cutané, donc au niveau du dos, parce que comme le hérisson se met en boule, le tissu sous-cutané au niveau de la peau du dos est très lâche, et donc du coup il va y avoir possibilité que de l'air rentre à l'intérieur de ce tissu sous-cutané. Si par exemple il y a une lésion au niveau de la cage thoracique, qui fait que donc l'air qui est contenu dans les poumons va pouvoir passer à cet endroit-là, on va avoir donc un hérisson qui va se présenter comme ça, une forme de gros ballon, d'où le nom du syndrome. Et ça, on peut le traiter, mais c'est très douloureux. Et en fait, ce qu'on va juste faire, c'est faire un trou au niveau de la peau pour laisser l'air s'évacuer et le faire régulièrement. Donc régulièrement repercer la peau pour pouvoir laisser l'air s'évacuer. Donc après, on a d'autres causes de traumatisme, donc ce que je disais. Donc les tondeuses, ça arrive souvent. Les collisions routières, les morsures. Aussi, des fois, le brûlage des tas de feuilles, parce qu'ils aiment bien se mettre dans les tas de feuilles. Et donc du coup ça va entraîner des plaies ou des brûlures, donc c'est très général, mais on va rarement suturer les plaies chez les hérissons parce que c'est des animaux qui sont donc à l'extérieur, donc c'est de la faune sauvage, et comme c'est de la faune sauvage, il y a des risques d'infection de la plaie, donc on évite de refermer et de suturer, comme on ferait chez les humains. On va donc retirer tout ce qui est les débris, les zones de nécrose, on retire les picots, et ensuite soit on laisse la plaie à l'air libre, soit on peut faire un pansement si la plaie est vraiment importante. Ensuite, on va traiter avec d'autres médicaments, donc des antibiotiques, si jamais il y a eu des surinfections, de la fluidothérapie aussi, donc remettre des fluides pour éviter que l'animal reste déshydraté, et aussi de l'oxygène si on voit que l'animal est vraiment en mal en point. Il faut aussi penser à donc, du coup, tout ce qui est surinfection. Ça va être dû à des petites bactéries qu'on trouve pas mal dans l'environnement, et donc du coup, ou aussi que l'animal va pouvoir remettre dans sa plaie en se léchant. Donc des staphylocoques, Escherichia coli et Pseudomonas, surtout au niveau des plaies ventrales, parce que c'est des plaies qui vont avoir tendance à macérer comme l'animal se met en boule. On a aussi parfois des traumatismes oculaires. C'est pas embêtant s'il n'y a pas de perte de vision, mais s'il y a des pertes de vision et qu'on est obligé de dénucléer l'œil, on peut avoir des problèmes de relâcher après, et le relâcher est souvent impossible sur un animal qui voit pas bien, au moins d'un œil. Si un œil est aveugle, c'est compliqué de relâcher. Alors, les intoxications, ça peut arriver chez les hérissons, tout simplement parce qu'ils sont à proximité des jardins. Donc du coup, ils vont être en contact avec la pelouse, ils vont consommer des gastéropodes, et aussi des petits rongeurs parfois, parce qu'ils sont un peu omnivores. Donc, ils peuvent être en contact avec des herbicides, donc par exemple le paraquat, et aussi d'autres substances comme des corvicides, comme le chloralose. Et ils vont être en contact avec d'autres molécules, donc les molécules molluscicides, donc pour tuer les hérissons, pour tuer les limaces et les escargots. Donc méthaldéhyde, carbamate, et donc ça peut plus ou moins les tuer. Ça peut être soit une intoxication à long terme, soit une intoxication très rapide, ça dépend des molécules en fait. Et donc on va avoir des problèmes neurologiques, donc ils vont baver, trembler, ils vont perdre connaissance, on va observer des mouvements anormaux et une fermeture du diamètre de la pupille. Et pour si c'est des consommations de rodenticides, donc ça peut être juste en consommant des animaux ou des invertébrés qui ont mangé le produit. Ça peut être une intoxication indirecte aussi.
Et donc du coup, ça va être à peu près... Enfin, les rodenticides, c'est des molécules qui vont être souvent anticoagulantes. Et donc du coup, on peut utiliser de la vitamine K pour permettre aux animaux de coaguler. Et sinon, on va avoir aussi tout ce qui est lié au fait qu'il peut y avoir des pertes de sang, donc d'hémorragie, la pâleur des muqueuses et aussi une faiblesse générale. Donc ensuite, par rapport aux maladies infectieuses liées à l'appareil digestif. Donc on a des bactéries. Donc la salmonellose, ça va toucher surtout les juvéniles en été. Et ça donne des selles qui sont vertes, mucoïdes, avec du sang. Et souvent, c'est responsable de beaucoup de mortalité. Après, on retrouve souvent plus en centre, donc la yersignose. Donc ça, c'est plus aussi chez les juvéniles. Et donc ça, en fait, ça va causer parfois de la diarrhée, mais pas forcément. C'est souvent des animaux qui ont du mal à prendre du poids, qui vont bien manger au début, qui vont prendre un peu de poids, et après qui vont s'arrêter de manger, qui vont perdre du poids, et c'est de manière chronique. Et souvent, ça peut entraîner quand même pas mal de morts. Et ensuite, on va avoir donc des entérites néonatales qui vont être responsables de selles vertes claires qui sont collantes et pâles. Et ça, pareil aussi, comme c'est chez les jeunes, ça va aussi bien... il va y avoir pas mal de morts aussi à cause de ça. Donc ça, on peut le détecter en faisant des coprologies. Et ensuite, on va faire des traitements donc antibiotiques et des traitements symptomatiques de la diarrhée, donc des fluides, réchauffer, donner des protecteurs gastriques aussi. Donc pour les parasites, il y a vraiment beaucoup de parasites. Les hérissons, c'est des animaux qui sont vraiment très parasités. Donc on va avoir donc, certains vers plats comme les cestodoses. Donc ça, des fois, on peut retrouver des petits segments des cestodes dans les selles. On va avoir donc des trématodoses, donc ça qui correspondent en fait à un peu ce qu'on peut rencontrer chez d'autres espèces comme les douves et qui vont donc se loger dans le foie. Et donc ça va entraîner des diarrhées qui vont être mucoïdes avec du méléna, c'est-à-dire que le sang en fait va venir du haut appareil digestif. Ensuite, on a des capillarioses digestives, donc ça c'est encore d'autres types de vers qui peuvent passer par les vers de terre et donc du coup qui vont donner des diarrhées mucoïdes vertes avec souvent de la léthargie associée. Et après, d'autres petits parasites qui sont rencontrés moins fréquemment. Donc là, c'est l'acanthocéphalose, c'est lié en fait à... le fait que le hérisson va être un hôte accidentel. Donc ça passe par les oiseaux. Et des coccidioses qu'on retrouve aussi chez les jeunes, souvent en centre, qui est souvent très contagieux et qu'on peut traiter assez facilement. Et qui cause donc là surtout des diarrhées hémorragiques. Par rapport à l'appareil respiratoire, donc ça va être aussi surtout donc, des vers. Et donc on va avoir de la verminose pulmonaire qui est liée à Crenosoma striatum, donc qui touche les juvéniles en automne, et en fait qui va entraîner une toux humide qu'on entend souvent chez les hérissons, donc qui va aussi entraîner une perte de poids parce que du coup ils sont parasités. On va entendre des claquements à l'auscultation, et souvent on peut traiter ça avec des antiparasitaires et des anti-inflammatoires pour éviter le choc anaphylactique qui peut être lié à l'excrétion des vers qui sont morts après les avoir tués avec l'antiparasitaire. C'est souvent associé à la capillariose pulmonaire. Donc ça, c'est encore un autre type de ver. Et c'est Capillaria aerophila. Et donc ça, en fait, c'est souvent associé. Les deux sont souvent associés. Et parfois, on peut observer avec ces vers-là une résistance au traitement de base qu'on utilise contre Crenosoma. Donc des fois, on est obligé de rajouter d'autres traitements antiparasitaires après. Et ça, c'est des vers qui peuvent passer chez le chien et le chat. Après, on peut avoir des surinfections bactériennes qui sont liées à la présence de ces parasites avec Bordetella bronchiseptica, et donc on va devoir parfois ajouter des antibiotiques ou des bronchodilatateurs pour permettre au hérisson de mieux respirer. Par rapport à la peau, donc les parasites. Donc vous avez forcément déjà vu des puces sur un hérisson. Donc c'est Archaeopsila erinacei, et donc ça cause parfois des anémies quand les hérissons sont très infectés. On va avoir des tiques, donc ça c'est plutôt Exodes ricinus. Quand il n'y en a pas beaucoup, c'est pas très grave, mais après ça peut vraiment causer des anémies importantes. Il faut juste penser à ne jamais mettre d'alcool ou d'huile sur les tiques. Il y a plein de traitements qui marchent antiparasitaires, mais surtout pas ça parce que ça va leur entraîner à relâcher le sang qu'elles ont pompé dans le hérisson et donc du coup relâcher les maladies plus rapidement. On peut avoir aussi une sorte de gale qui est beaucoup moins fréquente, mais qui va gratter beaucoup le hérisson au niveau de la tête. Et aussi donc les miasmes dont je parlais tout à l'heure. Donc en période chaude, il va y avoir des surinfections au niveau des plaies ou sur les animaux qui sont très faibles. Et donc on va avoir la présence d'œufs et d'asticots. Quand on a des asticots, c'est compliqué parce qu'il va y avoir donc du coup plus de destruction tissulaire. Et en plus, ces asticots-là peuvent donc dégager des toxines. Et quand on a des asticots, le pronostic est très très sombre.
Alors, je parle juste d'utiliser de la teigne, je me dépêche. Donc, la teigne, c'est très très fréquent. C'est 25% des hérissons qui sont porteurs, au minimum. Soit porteurs avec des signes, soit porteurs sans signes. Et donc, du coup, c'est lié à Trichophyton erinacei. Ça va faire des lésions au niveau des oreilles, au niveau de la tête, au niveau de la jupe, donc tout autour, la bordure de poil à côté des picots. Ça ne gratte normalement pas, mais sauf que chez le hérisson, ça se surinfecte. Donc, des fois, ça gratte. Et on va devoir faire, donc pour savoir ça, on va devoir faire des mycologies. Et pour arrêter le traitement, il faut que les mycologies soient négatives 2 fois. C'est très important, on n'arrête pas si on n'a plus de lésions. Souvent, c'est moins important en centre parce qu'avec les désinfections régulières de l'environnement, les pulvérisations des hérissons, on va limiter la pression infectieuse de la teigne. Mais c'est une zoonose, donc il faut faire très attention. Il faut que tout le monde soit très au courant que même les hérissons qui n'ont pas forcément de signes peuvent porter la teigne, donc du coup, toujours mettre des gants. C'est très important pour manipuler les hérissons. Sinon, d'autres risques infectieux liés aux hérissons pour les autres espèces. Donc souvent, les hérissons sont asymptomatiques, mais on peut citer par exemple donc, des maladies transmises par les tiques. La leptospirose, il y a une étude récente qui montre qu'il y a un tiers des hérissons qui sont porteurs sains en France de leptospirose. Sinon, en Angleterre, on a aussi noté des cas de fièvre afteuse, donc ils peuvent être porteurs de fièvre afteuse et parfois symptomatiques. Ou alors d'autres maladies parasitaires, comme par exemple la toxoplasmose, les giardia, cryptosporidium. Sinon, juste pour finir, sur des pathologies un peu moins répandues, donc les pathologies dentaires, qui peuvent parfois entraîner des difficultés d'alimentation, souvent sur les vieux hérissons. Et aussi d'autres pathologies nutritionnelles, donc en centre, souvent de l'obésité, ça arrive, sur des animaux qui sont suralimentés. Et sinon, donc ce que je disais tout à l'heure, des maigreurs et des retards de croissance, ou des carences vitaminiques qui peuvent entraîner des pertes d'épicots. Sinon, on peut noter plein d'autres petites pathologies qui sont beaucoup moins fréquemment rapportées, comme des otites, des tumeurs sur les vieux animaux, de la spondylose, donc qui va être une dégénérescence des disques intervertébraux, qui peut entraîner de la douleur au niveau de la colonne, et des paraphimosis. Voilà, je vous remercie de votre attention.